Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, bon jeudi avec l'équipe du BDS comme tous les soirs à cette heure-ci, 18h. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Salut les amis. Il y avait une conf de presse cet après-midi pour préparer justement la réception de la JOCR demain soir au Vélodrome. Avant de parler de ce qui s'est dit cet après-midi, il y avait aussi une commission de discipline de la LFP qui se réunissait hier soir pour faire le point sur un certain OM PSG et pour faire le point aussi sur chant homophobe ou pas. Le verdict a été rendu, Karim, il n'y aura pas de sanction pour le Vélodrome. Pas de sanction tout court pour le Vélodrome, c'est, je le dis en toute honnêteté, c'est une excellente surprise, c'est une très très bonne nouvelle. Donc les fumigènes qui ont été craqués à l'entrée du dernier quart d'heure par le virage nord n'ont pas été sanctionnés et je m'en félicite. On a encore dans la tête, en mémoire, le spectacle qui a été proposé aussi en début de match par les Winners dans le virage sud avec ce truc avec les pompiers, c'était exceptionnel, c'était magnifique aussi. Et les chants homophobes n'ont pas été retenus, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu lieu pendant trop longtemps, peut-être aussi parce que ils n'ont pas réussi à être identifiés exactement dans la zone dans laquelle ils auraient été tenus. Je sais que l'OM a sanctionné aussi, a fait un petit peu le ménage à l'intérieur avec des interdictions de stade, l'OM qui durcit aussi le ton pour essayer de faire en sorte que tout se passe plutôt bien. Et donc au final, il n'y a pas de sanction. Donc ça veut dire qu'OM Auxerre va se jouer dans un stade plein. Demain soir, il devrait y avoir 64 000 pour le match du vendredi, l'ouverture de la 11e journée. On espère qu'il ne se passera rien demain pour qu'on puisse ensuite envisager le match du 1er décembre contre Monaco avec sérénité. Mais c'est une très très bonne nouvelle. Et pour être complet avec la commission de discipline, on savait d'ores et déjà que demain, Auxerre était privé de sa charnière centrale, puisque Diomandé et Joubal sont suspendus pour le match de demain. Pour le déplacement de l'OM à Lens, Kouzanov a pris 2 matchs fermes, donc il ne jouera pas contre l'OM. Jonathan Grady également, lui, sera suspendu pour une accumulation de 3 cartons jaunes qu'il purgera contre l'OM. Et Will Steele, le coach de Lens, lui aussi sera suspendu pour le match Lens-Marseille. Donc, je ne me réjouis pas du malheur des Lensois, mais je me dis, quand ça nous arrive à nous, ils sont contents. Donc, voilà, quoi. Jaco, pour revenir justement à cette commission de discipline, c'est quoi ? C'est... malicieusement, je pose la question, les premiers effets de la nomination de Pablo Longoria au poste de vice-président de la LFP ou ça n'a rien à voir ? Non, je pense que ça n'a absolument rien à voir. Je pense que, à mon avis, ça n'engage que moi. Je pense que les droits télé, ils sont en difficulté. Dazen est en difficulté. Dazen n'a pas envie de voir des stades vides. Déjà que c'est difficile pour eux. Je pense que l'attraction du championnat de France, c'est le stade Vélodrome. Si demain soir nous avions été punis, ça leur fait encore une verrue supplémentaire. Tu rajoutes à ça le match de Monaco qui reste un match phare. Tu aurais eu encore des problèmes avec les sièges vides. Quand on connaît ce qui se passe en ce moment à la Ligue de football, je pense qu'il vaut mieux se faire petit. Il vaut mieux se faire discret. Tu parles des perquisitions ? Voilà. Concernant les chants homophobes, alors je te l'ai dit, je te le répète, je le condamne fermement et je vais appuyer sur fermement. Voilà. Je dis juste que quand tu fais quelque chose, il faut toujours choisir un moment pour le faire. Il y a des moments opportuns. Tu avais ce match derrière le fameux match de Paris où il y a eu ces fameux chants homophobes. Derrière, il y a le derby ou le classico OM Paris Saint-Germain. Si tu avais été puni, ça aurait été tout simplement scandaleux. Donc là, tu as une trêve internationale. Prépare ça. Pendant ces 15 jours, tu fais des rendez-vous, tu informes les gens qu'à partir de maintenant, tout ce qui a été fait auparavant n'existera plus dans le stade français. C'est tout simplement scandaleux. Donc on va vous laisser ces 15 jours pour pouvoir y réfléchir, pour que les groupes de supporters puissent en parler avec leurs supporters et leur dire à partir de maintenant, c'est comme ça, ça sera fini. Parce que là, on aurait eu l'impression d'être, nous, tout simplement, punis. Non, mais ça fait déjà plusieurs années que c'est proscrit et que la Ligue intervient, lutte. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu... que ça affaiblit un petit peu
Mais moi, je me souviens d'un match, un Nice-OM, où on nous avait prévenu que si les chants niçois ne cessaient pas, il y avait eu, je crois, une interruption dans le match, bien, le match serait arrêté définitivement. Donc, on avait ce truc-là. Il y a eu un sursaut, je crois que c'était en 2019 ou en 2020. Là, c'est vrai que depuis, on en a beaucoup moins parlé, mais il y a un changement de gouvernement, il y a de nouveaux ministres qui sont arrivés, et il y a eu quand même, chose qui n'est pas fait exprès, il y a eu quand même ce débordement important au Parc des Princes lors du match entre le PSG et Strasbourg. Tout ça corrélé à d'autres choses, comme ils ont relevé le souci qui s'est passé avec les supporters marseillais qui étaient en un surnombre pour aller à Montpellier et qui finalement ont été obligés de faire demi-tour. Mais là, la sanction, c'est qu'ils n'ont pas été à Nantes. Et là, j'en parlais avec certains supporters aujourd'hui, ils s'attendent à avoir des difficultés à aller à Lens le 23 novembre, à avoir des difficultés à aller à Saint-Étienne le 8 décembre. Là, on est en train de se dire, mais est-ce que les supporters vont pouvoir se déplacer à nouveau alors qu'il n'y a rien à leur reprocher de véritable aujourd'hui? Voilà, moi j'aimerais bien qu'on se penche sur le problème des chants homophobes, mais qu'on revienne aussi à une intelligence par rapport à la gestion des parcages et des déplacements des supporters, notamment ceux de l'Olympique de Marseille. Ouais, tout est une question de dosage en fait, parce que là effectivement, comme disait Karim, c'est quelque chose qui est dans les tiroirs depuis un gros moment. C'est et le timing et le dosage. Là, d'ici quelques semaines, on pourra pas reprocher, on pourra pas râler et dire qu'on n'a pas été prévenu. Mais voilà, avant c'était à dose homéopathique, celui-là de match, ces chants-là, pas ceux-là. Donc à un moment donné, tu prends des décisions qui sont légitimes jusque-là, mais il y a personne qui dit le contraire. Je te dis juste que quand tu mets quelque chose en place, dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle société, tu le prépares. Tu prépares ça, tu fais des campagnes promotionnelles sur le truc en disant attention, tu le mets à la télévision, ces cris-là n'existeront plus dans les stades, c'est tout simplement scandaleux. Fais-le pendant 15 jours et tu peux pas reprocher aux gens de leur dire effectivement maintenant vous avez été avertis, vous allez être punis. Et ça, ça me semble tout à fait logique. Allez, on parle de la conf de presse dans quelques instants. Il y avait aussi une autre actu. Didier Deschamps donnait sa liste pour les matchs face à l'Italie et Israël. 2 Marseillais sont concernés. Un en équipe 1, bien évidemment. En équipe mais il ne joue pas les mêmes matchs. Non, il ne joue pas les mêmes matchs. Voilà, il joue pas les mêmes matchs. Quentin Merlin avec les espoirs. Retour de Rabiot avec la numéro 1 d'équipe. Quentin Merlin, ça me fait plaisir pour lui, mais ça m'énerve parce que j'ai quand même le souvenir de ce qui s'est passé au mois de septembre et la très très mauvaise gestion de Gérald Baticle et du staff médical de l'équipe de France Espoir qui ont poussé pour que Merlin joue le deuxième match alors qu'il était sorti touché après le premier match et qu'il l'a laissé sur le terrain 94 minutes et c'est ce qui a fait qu'il a manqué 2 mois de compétition avec l'Olympique de Marseille. Après, pour Rabiot, je suis très heureux aussi parce que c'est la normalité. Il fallait pas s'attendre à ce que Rabiot passe 50 trêve à la commanderie. Il est en train de retrouver son meilleur niveau. Petit à petit, ça n'est pas encore le très grand Adrien Rabiot, mais il est de mieux en mieux. Il nous l'a expliqué en zone mixte dimanche soir à la Beaujoire. Mais voilà, je trouve que c'est normal que Deschamps s'appuie quand même sur ses hommes forts, même si ces trêves-là, pour moi, je le répète, en ce qui concerne l'équipe de France, elles ne servent à pas grand-chose parce que la Ligue des Nations, c'est la Ligue de rien du tout. Et en plus, avec des matchs qui... Bon, je ne vais pas m'épancher sur le casting des matchs, mais je me dis que, voilà, Rabiot, c'est normal. Mais tu vois, Mbappé fait pas partie de la liste. Il n'était pas dans la liste du mois de septembre pour des raisons. Il n'est pas dans la liste du mois de novembre, pardon, pour d'autres raisons. Voilà, Mais c'est le patron, Poulet. C'est Deschamps qui a tranché, là, semble-t-il. Oui, il a expliqué. Mais oui, mais il a tranché. Parce que lui disait qu'il voulait venir, soi-disant. Après, je ne suis pas un proche de Kylian Mbappé. Soi-disant. Allez, la conf de presse, cet après-midi, Roberto De Zerbi, Paul Lirola, petite revue d'effectifs. Est-ce qu'on a fait le point sur les blessures? Celle de Cornelius, bien évidemment, mais une autre blessure est survenue. Oui, il y a un problème au mollet gauche avec Amin Harit, une gêne qui fait qu'il ne s'entraîne pas. Alors, je pense qu'il ne s'est pas entraîné peut-être hier, parce que je l'ai vu sur le terrain dans la semaine. Par contre, aujourd'hui, tout à l'heure, il y avait entraînement, il n'était pas là, quoi. Donc, c'est problématique. Je pense que quand un joueur a une gêne à ce moment de la semaine et avant une trêve,
Je pense qu'il y a zéro risque qui sera pris par le staff médical et par le staff technique. Donc voilà, il faut se préparer à enchaîner un deuxième match consécutif sans Amin Harit. Donc ça va rebattre un petit peu les cartes, parce que c'est vrai qu'on était tous ou presque persuadés que Harit allait réintégrer le club des 4 offensifs demain face à Auxerre. Donc on va jouer encore sans doute différemment. Alors chacun, Jaco il va avoir son idée, moi j'aurai la mienne, mais Jaco, du coup, pas de Amin Harit. Est-ce qu'on repart sur un nouveau match avec Ismaël Koné en remplacement poste pour poste, ou est-ce que De Zerbi serait bien inspiré d'essayer autre chose? Après, Roberto De Zerbi, il a forcément ses idées qui ne sont pas forcément les miennes. On a tous des amis. Je te dis sincèrement, moi j'aimerais bien voir Greenwood, Jonathan Rowe et Luis Enrique avoir une vocation offensive contre Auxerre et voir ou Neil Maupay ou Eli Wahi numéro 9. On en parlait hier, on pense tous que ça sera Neil Maupay, mais avoir une attaque à 4, c'est aussi possible contre Auxerre. Avoir 2 milieux récupérateurs qui sont Heuber et Rabiot, à mon avis, avec une défense à 4, ça peut le faire contre Auxerre. On peut arriver à les bouger. C'est une option. Après, personnellement, je pense qu'on a un entraîneur de qualité qui sait, lui aussi, et je le dis régulièrement, nous, c'est notre avis, mais on n'est pas à l'entraînement. Combien de fois tu as des idées contre un adversaire et ces idées, elles meurent tout au long de la semaine? Parce que quand tu vois évoluer tes joueurs, certains joueurs, tu te dis, ça va pas le faire. Donc voilà, je pense que moi, personnellement, j'essaierai, mais je ne suis pas à l'entraînement. Alors, Neil Maupay et Wahi, ça nous a animé un petit peu hier autour de ce plateau. On va rassurer d'ailleurs tous les auditeurs qui nous ont laissé des petits messages. Ils s'aiment toujours d'amour. Il y a toujours beaucoup d'affection. Il n'y a jamais eu aucun problème et le débat fait avancer les choses. Exactement. Donc Neil Maupay ou Wahi, est-ce que la question a été posée d'ailleurs à De Zerbi cet après-midi? Oui. Est-ce que tu as été surpris par la réponse du coach italien de l'OM? Non, pas du tout. Je ne suis pas surpris. De toute façon, dans tous les cas, il ne te dit pas qui va jouer. Après, chacun a son avis. Moi, je pense que... Moi, je ne comprendrais pas pourquoi Maupay ne démarrerait pas le match. Voilà. Après, encore une fois, peut-être qu'à la fin du match, si Maupay ne démarre pas, peut-être que Roberto De Zerbi va nous expliquer que la semaine a été moins tranchante, mais bon, vu le comportement de Neil Maupay, vu sa mentalité, vu son état d'esprit après le match, je me dis, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que Neil Maupay ne soit pas confirmé comme titulaire pour ce match. Parce que dans l'esprit de Roberto De Zerbi, comme dans l'esprit de beaucoup de gens, je pense que le titulaire du poste, dans la hiérarchie, c'est Eli Wahi. Mais il y a une hiérarchie générale et il y a une hiérarchie du moment. Et la hiérarchie du moment, elle est plutôt, je pense, dans le sens de Neil Maupay. Je répète encore une fois, Wahi n'a joué aucune minute contre Montpellier. La semaine d'avant, c'était Maupay qui n'avait pas joué une seule minute contre le Paris Saint-Germain. Mais bon, le contexte était différent. Tu jouais à 10, donc il fallait un petit peu trouver des solutions. Et en plus, pour fermer les robinets, parce que tu en avais déjà pris 3 à la mi-temps. Là, pour le coup, même si Eli Wahi, et je n'en doute pas, c'est donné à l'entraînement, je ne comprendrai pas, moi personnellement, pourquoi Neil Maupay n'est pas sa chance au début du match. Je vous rappelle quand même que 2 titularisations, 2 buts en première mi-temps, ce qui est quand même intéressant pour le joueur et surtout pour son équipe, quoi. Pour les questions qui ont été posées justement à Roberto De Zerbi, il y avait effectivement ce choix, Neil Maupay et Eli Wahi. La charnière centrale aussi a été au cœur des questions qu'on a pu poser à De Zerbi cet après-midi. Jaco, est-ce que toi, tu as l'impression que malheureusement la blessure de Cornelius peut permettre à Lilian Brassier de se relancer, de s'exposer un peu plus sur un poste qui est plus le sien, ou est-ce que tu sens De Zerbi quand même très insistant sur Kondogbia en charnière centrale? Moi, je pense que effectivement, Roberto De Zerbi peut aussi donner sa chance à Lilian Brassier en lui parlant, en lui disant, bon, tu as été recruté, tu es le numéro 1 à ce poste-là, on a besoin de toi et il va être essentiel pour le reste de la saison qu'il puisse progresser. Sans être mauvais, il n'a pas encore été bon. Donc, on a besoin d'un bon défenseur central. On a vu Geoffrey Kondogbia dépanner de fort belle manière, mais on l'a vu désonner. Donc, lui, c'est un titulaire à ce poste-là. À un moment donné, cette équipe d'Auxerre, sans lui faire offense, c'est une équipe qui, normalement, n'a pas forcément des vocations offensives extraordinaires. Ça peut lui donner confiance. Donc, je pense que ce joueur-là, à un moment donné, il va falloir qu'il s'impose, parce qu'on l'a pris pour ça.
Oui, mais pour l'instant, il ne s'impose pas. Oui. Et c'est plutôt, dans l'esprit de De Zerbi, c'est quand même plutôt Kondogbia. Parce qu'il a quand même bien expliqué sa vision du football, encore une fois, et au niveau de la relance, la première relance, il dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir un commandant de la défense, parce que tout le monde, c'est une question de Mathieu Grégoire sur l'importance de Balerdi. Est-ce que ça veut dire que Balerdi ne fait pas le job ou, non, il explique très clairement. Balerdi, il est responsable de la relance quand le ballon est dans sa zone, c'est lui. Mais bon, normalement, le défenseur central gauche doit être en mesure de relancer le jeu et d'ouvrir un petit peu. Et pour cette phase de jeu, De Zerbi dit que Kondogbia est meilleur. Alors après, il y a aussi le fait de savoir qui défend mieux, parce qu'au départ, un défenseur est là pour défendre, mais il a quand même une vision du football qui est tellement particulière, et qu'avec cette possession haute, mais aussi possession basse, pour essayer de faire sortir un petit peu l'adversaire, notamment dans les matchs à domicile où l'OM connaît un petit peu plus de difficultés, ben voilà, là je me dis, encore une fois, le discours peut évoluer d'un jour à l'autre chez Roberto De Zerbi, et par rapport à ce qu'il voit, par rapport aux sensations, par rapport aux discussions qu'il peut avoir avec les hommes. Mais de ce qu'il nous a expliqué, sans prétention, j'ai la chance de comprendre l'italien. Moi, la manière qu'il avait d'expliquer les choses, pour moi, il allait rejouer avec Kondogbia. Même s'il dit que Brassier va mieux, que Brassier est parti comme un titulaire à l'Olympique de Marseille, mais là, aujourd'hui, vu qu'il fait jouer les meilleurs au moment où il choisit son équipe, je pense que, encore une fois, malgré la performance en demi-teinte de Kondogbia à Nantes, je pense qu'il sera peut-être plus enclin à faire confiance à Kondogbia, encore une fois. Karim, il y a deux idées qui s'opposent là. Il y a ce qu'il disait Karim, c'est-à-dire que tu fais jouer les meilleurs au meilleur moment et tu te poses pas de questions. Aujourd'hui, Kondogbia est meilleur que Brassier. Aujourd'hui, Mopé est meilleur que Wai. Il n'y a pas photo là-dessus. Donc, tu prends la décision de faire jouer les meilleurs. Un peu et c'est tout. Il faut gagner les matchs. C'est important. Il y a le classement, il y a la trêve. Ok, pas de souci. Il y a une autre idée qui tu es obligé d'en tenir compte, c'est un groupe. La gestion d'un groupe, c'est-à-dire que si tu en brûles un, tu en brûles deux, tu en brûles trois, à un moment donné, tu peux aussi te trouver là, par des blessures, par des suspensions, voilà, sachant qu'un joueur, il est toujours ami avec 2 ou 3 ou 4, parce qu'il y a forcément des groupes, et donc, à un moment donné, tu peux perdre ton groupe. Encore une fois, ça, personne ne le sait. Je te dis juste ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, parce que les joueurs, ce sont des hommes. Ils ont des copains, il y en a qui sont copains avec lui, avec l'autre. Donc voilà, il y a deux idées qui s'opposent. Aujourd'hui, De Zerbi a choisi de faire des résultats le plus rapidement possible parce que c'est obligatoire, parce qu'il y a eu un mauvais match contre le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a une trêve qui arrive et que être second du championnat de France, c'est très très bien avant cette trêve-là. Donc il a choisi de faire jouer les meilleurs en se disant ça vous plaît, ça va, ça vous plaît pas, c'est pareil. Aujourd'hui, t'as qu'à faire les efforts pour pouvoir jouer. Voilà les idées qui s'opposent. Ouais, mais l'OM est en construction. Moi, je comprends ce que tu dis, hein. Il n'y a pas de problème. Mais bon, Jaco, les joueurs, ils sont venus en tout état, en sachant comment ça allait se passer. Tu n'as qu'un match par semaine. Et il n'y a pas de punition. Il y a juste une compétition. Qu'est-ce qu'ils disent, les joueurs ? On est des compétiteurs. Oui. C'est pas vrai ? Donc, être compétiteur, alors bien entendu, il y a une approche mentale, psychologique. Je sais que lors du déplacement à Nantes, j'ai pensé à toi, parce que dans mon avion, il y avait la psychologue de l'Olympique de Marseille qui était là et qui s'est déplacée pour venir voir, pour suivre le match, pour sans doute avoir des petits entretiens, j'en sais rien, hein, mais voilà, ça serait un jour intéressant. Je suis pas sûr qu'elle puisse, c'est qu'elle ait le droit de s'exprimer sur son travail, mais aujourd'hui, quand tu connais le management de Roberto De Zerbi et sa volonté de gagner, là encore tout à l'heure à l'entraînement, il y avait Pablo Longoria, Mehdi Benatia, Fabrizio Ravanelli, Aziz Modimogne. Il y avait tous les temps-majors étaient là pour suivre l'entraînement. Tout le monde est là pour voir, pour scruter, pour regarder. Le staff est là et les joueurs, il n'y a pas... Tu vois, je trouve que la situation de Mamou Meïté est très difficile. Très, très difficile. Parce qu'il est passé, à la fin de la saison dernière, d'un joueur qui... il n'y avait aucune raison qu'il ne joue pas la saison d'après. Et au final, il ne joue quasiment jamais. Voilà, il n'est pas blessé là en ce moment, donc il reprend un petit peu ses esprits. L'été a été compliqué. Le coach n'a pas trop compté sur lui. À un moment donné, on a même parlé de lui comme potentiel départ. Mais voilà, pour lui, c'est dur. Après, pour les autres...
ils ont du temps de jeu chacun. Pour l'instant, mis à part s'il y en a un qui est vraiment catastrophique alors qu'il est titulaire, je ne vois pas pourquoi il le sortirait, même si je comprends le management et la gestion du groupe. C'est obligatoire, je vais te dire... Mais bon, un match par semaine, c'est dur. Sans donner des noms et sans donner des clubs, je vais te dire où j'ai vécu. Tu as vu ce qui se passe, c'est-à-dire que le petit de U11, là, à Couloumi, il ne joue pas, les voitures elles se font brûler par les parents. Ça, c'est des U11. Tu t'imagines, au milieu professionnel, la pression qu'il y a. C'est-à-dire que avec les enjeux économiques au milieu. Avec les joueurs qui ne jouent pas, je peux vous l'affirmer qu'il y a des agents qui t'appellent. Il y a des agents qui t'appellent le soir, qui te demandent pourquoi il ne joue pas, jusqu'à quand il ne va pas jouer, et pourquoi tu ne le fais pas jouer. Donc, c'est quand même assez compliqué et assez complexe. Toi, tu fais jouer les meilleurs que tu penses les meilleurs. Mais si c'est comme ça, au mercato d'hiver, on va se casser, et tatati, et tatata. Donc, si tu veux, c'est ce que dit Karim, jusque-là, je le comprends à 1000%. Ce que je veux vous dire modestement, c'est qu'il y a aussi l'envers du décor. Ce que tu vis à l'intérieur et que les décisions, ça c'est facile. Moi, je fais jouer les meilleurs. Voilà, c'est comme ça et pas de problème. Par contre, je te le dis, tu as une certaine pression et cette pression, quelquefois, elle te gêne. Dernière petite question pour ce numéro du BDS. Les difficultés de jouer, d'avoir des résultats au Vélodrome, ça aussi, ça fait partie des questions qu'on a pu poser et à De Zerbi et à Paul Lirola. Est-ce que vous avez été satisfait au niveau de la presse des réponses? Que ce soit Lirola ou De Zerbi, tout le monde, ou Luis Enrique la semaine dernière, tout le monde estime qu'il faut en faire plus, qu'il faut passer au-dessus de cette pression, qu'il faut passer au-dessus du fait que les équipes jouent très bas et qu'elles explosent très vite en contre pour essayer de te faire mal. Après, je sors le match du Paris Saint-Germain, mais bon, tu fais 2-2 contre Reims, tu fais un partout contre Angers, tu gagnes 2-0 contre Nice dans un match que tu finis quand même en infériorité numérique, mais pour l'instant tu n'as jamais été très au-dessus de ton adversaire à domicile, parce que Nice s'était procuré beaucoup d'occasions le 14 septembre dernier. Là, il faut réussir à mettre, il le dit De Zerbi, on joue beaucoup mieux à l'extérieur. Il ne dit pas on se sent mieux à l'extérieur, hein. On joue beaucoup mieux. Mais pourquoi? Parce que je pense que c'est tout simple. C'est franchement le fait que les équipes soient obligées de jouer un petit peu plus devant leur public, ça donne pas mal d'espace à l'Olympique de Marseille. Et là, même si Auxerre habituellement joue avec une défense à 3, je ne sais pas comment ils vont venir demain par rapport à la mise en place aussi tactique de l'Olympique de Marseille. Mais bon, s'ils jouent à 5 derrière, avec deux latéraux, deux pistons, je ne pense pas qu'ils vont abandonner la gestion du ballon au milieu, la possession de balle aux Marseillais. Et c'est à toi, là, comme le demande souvent Jaco, d'essayer d'aller beaucoup plus vite pour essayer de les désarçonner. Fin du game, fin de l'émission pour ce soir. OM Auxerre, c'est demain soir, 20h45. Rien à rajouter? Non, bon, rien à ajouter. Je pense que effectivement. Moi, j'ai toujours peur qu'on soit long. C'est pour ça. Hein. On est souvent long. Non, mais effectivement, l'Olympique de Marseille se doit de faire un bon match. C'est obligatoire parce que les gens ont envie de se régaler au Vélodrome. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas régalé. Le match de Nice, Karim en a parlé. Effectivement, c'était une victoire, mais pas une victoire pleine. On a besoin de faire vibrer les supporters pour pouvoir les avoir avec nous. C'est indispensable. Et vibrer à la radio, ce sera demain soir avec nos vieux compères Jacques Bail et Karim Atta. Merci les frérots. C'est tout pour ce soir. Merci Jaco. Merci les amis. Merci Karim. Merci les gars. Demain, jour de match, on sera là bien sûr comme tous les jours du lundi au vendredi à 18h.